Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, nouvel épisode de Parlons laïcité. Nous sommes en train de enregistrer ce jeudi 6 juin de 17h à 19h, un petit peu de retard mais rien de grave, un petit quart d'heure de décalage. Et puis nous enregistrons où ? À la MJC Simone Signoret. Nous sommes de nouveau de retour et merci à la MJC de nous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est laïcité et éthique. Et on aura ainsi Dominique Lamoureux. Bonjour Dominique. Bonjour. Le référent éthique pour le Pacte mondial des Nations Unies. Et puis, nous aurons le plaisir d'avoir Alain qui va pouvoir l'interviewer. Bonjour Alain. Bonjour. Notre dessinateur préféré va pouvoir nous faire des magnifiques caricatures. J'ai nommé Jean Cry. Bonjour Jean Cry. Bonjour, bonjour. On retrouvera lors de la deuxième partie d'émission et sans qui nous ne pourrions rien faire, nos deux réalisateurs Agnès et Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérémy. Et voilà, qui seront derrière les manettes pour pouvoir vous faire profiter d'une émission absolument merveilleuse. Et sans plus attendre, nous lançons la démarche. C'est parti. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Dominique. Qui êtes-vous ? Alors, merci de me poser la question parce que j'essaye de rester quelqu'un un peu actif dans la cité, bien que je sois retraité. Aujourd'hui, comme vient de l'indiquer Jérémy, le référent éthique du Pacte mondial des Nations Unies, c'est une initiative qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies en 1999, Kofi Annan, pour encourager les entreprises du monde entier à se comporter de façon éthique, responsable sur les questions de l'environnement, du droit social, du droit du travail et de la lutte contre la corruption. Et c'est un engagement donc direct des entreprises auprès du secrétaire général des Nations Unies. Vous avez de nombreuses références, si j'ai bien compris, en termes de relations avec les entreprises. Voilà, alors en effet, j'ai travaillé toute ma vie dans une grande entreprise française et les dernières années, j'ai été le directeur éthique, responsabilité d'entreprise de ce grand groupe. Mais également, et je crois que moi je voudrais insister beaucoup sur le fait que j'ai considéré qu'il était important qu'on partage ces réflexions, ces idées, ces démarches entre les entreprises, toutes les entreprises, non seulement en France, mais au niveau européen ou au niveau mondial, et puis même avec les administrations, et aussi avec la société civile, avec les organisations non gouvernementales, d'avoir une réflexion collective sur un sujet qui est en effet en train d'émerger et de prendre une place de plus en plus importante. Alors je suis par exemple président d'honneur du Cercle éthique des affaires, qui réunit des entreprises qui veulent réfléchir sur cette question. Je suis également membre du conseil d'administration d'un institut qui dépend du Premier ministre, qui s'appelle l'Institut des hautes études de défense nationale, sur les questions justement de la souveraineté, de la sécurité nationale. Comment on réfléchit, comment à la fois d'avoir une meilleure attitude, meilleure posture vis-à-vis des grandes questions qui se posent dans le monde, et en même temps d'avoir une réflexion pour maintenir les valeurs de la France et de nos institutions. Le concept d'éthique, ça semble à la mode. Il y a un effet de mode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais, merci Alain, je crois que c'est important de le reconnaître. Moi, je remarque qu'autour de nous, il n'y a plus un seul discours d'un homme politique, d'un chef d'entreprise. Partout, on parle de l'éthique. Alors, la seule chose que, si je peux me permettre, Alain, c'est de dire, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que
est-ce que ça recouvre pas un peu n'importe quoi? Alors tout le monde en parle, mais de quoi parle-t-il? Et moi j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a un gloubi-boulga sur ce terme, sur cette notion, et que je pense qu'il est important de définir, en fait, de quoi parle-t-il? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de l'éthique? Oui, alors voilà. Alors c'est vrai que ça remonte très longtemps. Ça remonte à la Grèce, à l'Antiquité. L'éthique, je crois, était un peu la base de la philosophie grecque, avec des grands penseurs comme Platon, comme Aristote, et puis surtout Socrate. Et tous ces grands philosophes, et puis tout au long de l'histoire, ont réfléchi sur l'éthique. La seule question, c'est que cette espèce de notion qui était de bien se comporter, de juste mesure, de essayer de trouver une voie vers le bonheur. C'était pour ça le sens de l'éthique. Mais je vais vite arrêter sur ces dissertations parce que je ne suis pas un historien, je ne suis pas un philosophe et je ne connais donc pas grand-chose à l'histoire de l'éthique. Et si je peux me permettre de me demander, est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui de savoir quelle est l'histoire de l'éthique? Je vais être très brutal, c'est de dire, aujourd'hui nous sommes confrontés, et j'aimerais y revenir sur des très grandes transformations, des grandes mutations. Est-ce que se retourner vers le passé va nous aider à préparer l'avenir? C'est bien pour la culture générale de pouvoir parler d'Aristote et de Platon, mais je crois que, en fait, ça sert à rien et que, surtout, un sociologue américain disait avoir de nouvelles idées, c'est surtout se débarrasser des idées anciennes. Et donc, je crois que ce que je voudrais nous inviter tous collectivement, parce que il est aussi important de dire, moi je viens pas vous pontifier, je viens pas apporter la lumière, bon. Non, je voudrais simplement partager avec vous quelques réflexions sur ce que j'ai vécu dans le monde, dans l'entreprise, dans l'ensemble de notre société contemporaine, et puis d'en discuter, ce qui est prévu, tous ensemble, pour essayer de dire comment on va essayer de préparer un avenir un peu plus lumineux, un peu plus serein que celui que nous vivons actuellement. L'éthique dans la vraie vie, aujourd'hui. Alors voilà, oui. Merci, je crois que c'est ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que c'est que l'éthique dans la vraie vie aujourd'hui. Très souvent, on utilise le mot éthique pour dire « Oh ben ça c'est pas éthique » ou « Tiens, ça c'est éthique ». Moi je trouve la formule, espèce de petit truc, de petite morale à la petite semaine. Oui, c'est ça, ça c'est gentil, c'est pas bien. Voilà. Moi je trouve qu'il y a un côté Disney dans cette définition de l'éthique. Alors, je voudrais vous proposer une autre approche. Regardez l'éthique autrement, et tant pis pour Aristote, tant pis pour Platon, tant pis pour je ne sais quel philosophe du XVIIIe siècle. Moi, je vois 3 choses qui dictent notre conduite. Aujourd'hui, en 2024, le 6 juin, nous avons, pour dire comment on va se comporter, 3 choses. La première, c'est la morale. La morale, alors, pour moi, c'est quelque chose d'absolu, plus ou moins universel, mais très dogmatique, qui dit de façon réellement très formelle qu'est-ce que le bien et le mal. Le bien avec un grand B ou mal avec un grand M. J'allais dire, tu tueras pas tes parents, d'ailleurs tu tueras personne, tu couches pas avec ta sœur, voilà. Et tout ça, ça ne se discute pas. Ça s'impose, ça vient d'en haut. Et ça vient de quoi? Ça vient du politique, ça vient du religieux, ça vient de l'association auquel vous participez, qui va dire, parti animaliste, qui va dire comment on doit respecter les animaux. On ne discute pas. Et cette morale qui s'impose à nous, qui nous connaît, qui est fondamentale. Alors, heureusement que nous avons nos morales auxquelles on adhère, mais qui fait référence, à j'appartiens dans tel parti politique, j'appartiens à telle ou telle église, je suis membre d'une telle ou telle association, et va me définir de façon absolue, dogmatique, universelle,
ce que je dois faire et comment je dois me comporter. Ça, c'était un aspect plutôt supérieur. On voit bien que ça tire par le haut, quoi. Et puis, il y a une autre dimension qui va dicter notre conduite. Bon, ça, c'est la loi et les règlements. Alors, toute cette multiplication de lois, de règles, de codes auxquels nous sommes confrontés. Et là aussi, ça ne se discute pas. Alors la loi, elle a été votée par le Parlement, mise en œuvre par les administrations, avec la justice, avec la police, pour s'assurer que c'est respecté. Et je donne comme exemple, on roule sur l'autoroute, on roule à 130. Voilà, c'est la loi, on ne roule pas à plus de 130. Alors, on peut rouler plus vite, ça c'est évident, on peut faire du 180, mais simplement, il y a des risques. Il y a des risques d'avoir une contravention, de se faire retirer le permis de conduire et autres, parce que, d'abord, il y a quand même beaucoup de radars, il y a même de plus en plus de radars, et puis d'ailleurs, vous avez remarqué, ils se voient de moins en moins de loin, donc voilà. C'est dangereux de pas respecter la loi, quelle qu'elle soit. Bon, c'est souvent un peu compliqué parce que il faut la connaître. Il y a beaucoup. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a en France 74 codes. Alors, on appelle ça les DALOS, ces bouquins rouges, qui fixent la loi de l'actionnaire, la loi de la consommation, la loi boursière, la loi des entreprises, la loi des... 74. Costaud, quoi. Il faut... Alors ça fait la fortune de nos avocats, de nos consultants, de nos conseillers qui nous aident, les individus, les entreprises, pour respecter. Et alors l'éthique là-dedans? Eh bien, moi, justement, je vais dire qu'entre la loi, la morale qui est au-dessus, la loi qui fixe la base de nos actions, entre les deux est en train d'émerger, et de façon de plus en plus importante, la notion d'éthique. Et l'éthique, eh bien, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous, c'est quelque chose qui se discute. Quand la morale n'est pas très précise, quand la loi ne dit pas absolument tout, et en effet, la loi ne peut pas tout dire, ne peut pas prévoir toutes les conduites humaines, et puis, dans un monde qui change, on reviendra là-dessus, la morale, elle a été faite il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, elle a été faite, voilà, on a tout ce poids de morale qui nous entoure, qui s'impose à nous. Et puis il y a, je répète, en dessous là, il y a ça. Et entre les deux émerge un concept à qui, moi, je vais donner le mot de éthique. Alors après, on peut donner toutes les définitions qu'on veut, chacun est libre. Mais moi, je voudrais proposer de dire comment, quand on est confronté à des choix complexes, difficiles, entre des demandes divergentes de part et d'autre, comment on essaie d'y répondre. Et ça, vous l'avez aussi bien dans la famille, entre la demande du gamin et puis la demande de la grand-mère et puis le problème de la santé ou je sais pas quoi, il va falloir trouver une solution, un équilibre pour que la grand-mère ne se plaint pas trop de son petit-fils, que le petit-fils se trouve heureux, respecte sa santé, etc. Voilà. Alors peut-être, et c'est vous, le parent, qui allez essayer de trouver une démarche éthique, raisonnable, responsable dans votre vie de famille. Et puis de la même façon, dans l'entreprise, il faut répondre, en dehors de la morale, en dehors de la loi, à des demandes permanentes, contradictoires de des parties prenantes de ce qui fait votre environnement. Et je donne un exemple simple. Vous avez un actionnaire, lui il dit, chef, vous faites les prix les plus hauts, et la qualité la plus basse, ce qui dégage le plus gros profit. Parce que comme ça, moi, j'ai mon retour sur investissement, j'ai votre marge. Le consommateur dit, mais attendez, pas du tout, vous n'avez pas compris. Moi, c'est le prix le plus bas et la qualité le plus élevée qui me paraît important. Votre marge, j'en ai rien à faire.
Vos fournisseurs vont vous dire attention, respectez, payez-moi suffisamment correctement. En même temps que vos employés vont vous dire attendez, moi, je voudrais respect de ma vie professionnelle, ma vie personnelle, un équilibre. Et puis donc pas trop travailler, quoi. Puis mon vendredi, je le ferai en télétravail. Et puis vous avez la société civile qui dit est-ce que vous avez pensé à vos émissions CO2 ? Est-ce que vous avez pensé à planter des arbres dans le terrain qui est derrière votre entreprise ? Et là, il faut trouver tous les jours. Et je répète, c'est ici et maintenant. C'est pas du truc absolu. Non, c'est ici et ça. Qu'est-ce qui est non pas le bien et le mal, mais qu'est-ce qui est bon ou mauvais ? D'un côté pour le gamin qui écoute un peu trop fort sa musique, et puis l'entreprise qui doit trouver son équilibre pour son développement durable. Alors, c'est évident que le trader qui trafique sur le Bitcoin, lui, il n'a pas besoin d'éthique. De toute façon, il n'a rien. Il a juste un tabouret, un téléphone et un ordinateur. Et puis voilà. L'entreprise qui veut s'inscrire dans du temps long, eh bien, elle a intérêt à développer cette démarche éthique. Et juste, Alain, je voudrais, pour moi, insister, si autant la morale et la loi se discutent pas, c'est vrai qu'avant de prendre l'autoroute, on ne discute pas si c'est 130 ou 120 ou 110 ou 140. On applique et de même, comme je disais tout à l'heure, la morale. Là, par contre, l'éthique, c'est une négociation, un débat. Et là, je reviens sur l'idée qui est celle de l'émission, la laïcité. Et que l'éthique me semble une démarche parfaitement laïque. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui autorise chacun à avoir sa morale. Et bien entendu, il est fondamental, et chacun a sa morale. Mais là, on va essayer de sortir des absolus. Il n'y a plus de règles. C'est comment, collectivement, ensemble, dans un débat, on va développer sa conduite. Et je crois que l'éthique me semble une démarche profondément inscrite dans la laïcité. La morale, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, comme les lois. Et l'éthique apparaît aujourd'hui comme quelque chose de supérieur à la morale ? Non. Pour moi, vraiment, la morale s'impose. Je pense quand même que les grandes valeurs morales s'imposent. Alors, elles évoluent dans le temps, heureusement. Elles évoluent selon la géographie. Non. Je dirais même que la morale, elle est très individuelle par rapport à son éducation, par rapport à son environnement, par rapport à son histoire. On a chacun sa morale. Et je crois que... Alors, je prends par exemple l'exemple de l'entreprise. C'est un groupe humain, mais ça peut être aussi n'importe quelle association, collectivité, etc. Chacun vient à sa morale. Et celui qui va diriger, alors le patron ou le chef, le président de la SOS ou le manager du collectif, va devoir essayer d'accepter les morales de chacun et de les faire jouer ensemble, comme dans un orchestre. Vous avez évidemment, entre la flûte, la harpe et la grosse caisse, il n'y a pas grand-chose à voir. Et pourtant, si on se débrouille bien, si le chef d'orchestre est intelligent et plutôt doué, tout ça va faire quelque chose de très harmonieux et nous aurons du Beethoven ou du Mozart à la fin de l'exercice. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Respecter la morale de chacun. Respecter ses engagements, essayer de, et j'ai employé un mot pour moi qui est fondamental, essayer de créer une intelligence collective pour qu'ensemble, on puisse réaliser quelque chose dans le respect de tous les individus, chaque individu, mais en même temps pour essayer de construire et de se projeter sur demain. Cette intelligence collective, on a du mal à la voir là en ce moment. Ce qui se passe en Ukraine, on est en train de fêter les 80 ans du débarquement. Il y a des gens qui sont là, puis des gens qui n'ont pas été invités.
Au nom de l'éthique. Au nom de je sais quoi, oui. Mais c'est, je crois, ce dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes à un moment de très profonde rupture. On avait l'habitude des crises, des mutations, des changements, en fait, puis des crises permanentes. Voilà, l'actualité de ces 20, 30, je sais pas, dernières années montre beaucoup de crises. Là, moi, je pense que nous rentrons dans un moment de rupture. C'est-à-dire que c'est plus comme avant. C'est cassé. Et moi, je pense, alors je prendrai quelques exemples si vous me permettez. Bien entendu, tout ça va amener à réfléchir justement sur l'éthique. Là, une grande crise des États. Moi, je crois qu'il y a une très grande crise des institutions. On n'est pas là pour faire un exposé sur ces crises, mais quand même, on assiste tous à crise des systèmes de représentation. Les individus, les citoyens, ne font plus confiance à leurs représentants. 80% des Français, c'est un sondage qui est fait par un institut qui s'appelle Cevipof, qui fait un baromètre de la confiance, dit 80% des Français ne font plus confiance dans leurs représentants, que ce soit leurs députés, maires, etc. 80%, c'est considérable. Et vous le connaissez tous, ces phénomènes où les individus préfèrent aller exprimer, soit par un rejet profond des institutions, c'est tous les mouvements montée des populismes, tous les mouvements autonomes, mais aussi des moments de doute sur ces. Et je donne un chiffre qui est toujours dans ce baromètre de la confiance. La confiance des Français pour leur banque, c'est 80%. 80 n'ont pas ou peu confiance, ils n'ont que 20% de confiance dans leur banque. On va dire ça c'est normal. On va quand même avoir confiance dans son banquier. Le seul problème, c'est que le niveau de confiance dans les syndicats, c'est 20%. C'est-à-dire que le Français moyen, interviewé, il a autant confiance dans son banquier que dans son syndicat. Que vous avez vu, il y avait une grève à la SNCF, on a parlé il y a quelques semaines, pas très longtemps, dans lequel on a parlé d'une grève Facebook. C'est-à-dire que la grève était montée à travers Facebook et non pas à travers la CGT, la CFDT, comme on avait l'habitude. Crise des États, je disais, en plus, sur cette gouvernance mondiale. Quand on a créé les Nations Unies, on rappelle l'histoire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fête qu'on célèbre actuellement aujourd'hui, il y avait 50 États dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 194 États. 194 États aux Nations Unies. C'est-à-dire, et c'est pour moi, c'est un sujet, là, je trouve vraiment, il faut qu'on y réfléchisse. Alors que les problèmes deviennent de plus en plus globaux, de plus en plus planétaires. La Covid, le terrorisme, la crise économique, le réchauffement climatique, le carbone, etc. Tout ça, ça n'intéresse plus un État seulement. Bon, c'est plus comme la question scolaire ou je sais pas quoi, la sécurité sociale qui a intéressé la 3e ou la 4e République. Aujourd'hui, dans notre 5e République, nous sommes confrontés à des problèmes qui intéressent tous les États. Et pour régler ces problèmes, alors on va dire, oui, il y a les Nations Unies, il y a l'OMS, l'OMC, toutes ces grandes organisations qui ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, au lieu d'avoir quelques États qui arrivent à se mettre d'accord, on a 194 États qui se déchirent, qui ne se font pas confiance et qui, évidemment, on n'arrive à aucun consensus, ce qui fait bien. Qui explique pourquoi on n'a pas aujourd'hui un ONU qui répond aux grandes questions de la modernité, ou je vais même dire de l'hypermodernité. C'est chic. On dit, on voit que nos grandes organisations sont impotentes, en même temps que les États, ils sont pas terribles, parce que d'abord, c'est pas un État qui va diriger le monde, résoudre les problèmes du monde, et puis souvent, ils sont dans des problèmes
court-termiste, électoraliste. Il y a toutes les élections. Il y a, ils ont souvent de petits moyens où ils sont dans des nationalistes exacerbés. On va pas, ce qu'on lit aujourd'hui, ce qu'on voit à la télévision tous les jours, montre en effet que tous ces États qui se confrontent, qui se battent, qui s'affrontent, ne sont pas du tout en jeu pour régler les problèmes de la planète, mais régler leurs problèmes quand c'est pas leur quel est le mot, leur simple égo. Je donne pas les noms des mecs, mais vous les connaissez. Vous voyez ce que je veux dire. Même ça. Alors évidemment, comment émerge une morale planétaire? Comment émerge des règles qui interpellent l'ensemble des 7 milliards de citoyens dans le monde? Ça répond, moi j'allais dire, ça répond aux abonnés absents. Hein. En même temps, juste une autre chose qui est de voir à quel point aussi, toujours par rapport à notre volonté d'essayer de voir un monde un peu plus éclairé, un peu plus intelligent, le développement des économies mafieuses qui s'appuient aussi bien sur les trafics, les mafias, les triades chinoises, je lisais la Cosa Nostra, le terrorisme, puis tout autour, à travers la drogue, la prostitution, la contrefaçon, tout ça crée une espèce d'économie qui serait, selon les Nations Unies, vaudrait 2100 milliards de dollars. Plus de 2000 milliards de dollars qui serait cette économie mafieuse et qui, évidemment, essaierait de s'attaquer... évidemment, n'encourage pas, c'est pas évident, mais n'encourage pas la morale, quoi. Voilà, ni le respect de la loi, ni le respect de la morale. En même temps, la crise des normes traditionnelles, nos systèmes de fonctionnement sont en train de profondément, sont dans une rupture profonde. Plus en plus, alors je donne juste quelques exemples que j'ai pensé en préparant cette émission, c'est aujourd'hui, on ne va plus accuser une entreprise d'avoir fait une faute. C'est intéressant, on ne va plus la condamner pour avoir, corrompu, avoir laissé se faire du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel dans son entreprise, d'avoir fait travailler des gamins. Mais elle va être condamnée pour ne pas avoir mis en place toutes les mesures pour que ceci ne se produise pas. Alors, en termes juridiques, ça passe de la responsabilité pour faute, vous avez fait une faute, vous êtes condamné, non, à la responsabilité pour risque. Vous n'avez pas mis en place toutes les mesures. Alors c'est quoi? C'est des mesures de formation, des mesures de contrôle, d'avoir mis en place des process, d'avoir fait en place des systèmes de vérification pour dire, dans mon entreprise, il n'est pas possible de corrompre, il n'est pas possible de faire travailler des gamins, parce que nous avons mis en place, très en amont, des mesures. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Eh bien, aujourd'hui, se déploie aussi bien au niveau français, au niveau européen, dans les grandes démocraties. Une autre, le juridisme exacerbé. Vous avez de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez lu, moi j'ai une petite voiture, et j'ai reçu, même pas un an, et j'ai regardé le mode d'emploi, quoi. Mode d'emploi avant de... je sais à peu près, mais quand même. Le mode d'emploi, je ne sais pas si vous l'avez... Je vous conseille de faire cette expérience. Vous avez à peu près 4 pages pour vous expliquer que vous ne devez pas conduire au moment où vous ouvrez la porte, être en état alcoolique, que vous avez la femme enceinte, qu'il y ait des enfants qui jouent, que le chat ne soit pas sur la banquette, etc. Toutes les précautions. Et ensuite, on vous explique que pour mettre la flèche, il faut baisser à droite pour aller à droite ou monter pour aller à gauche. Le mode d'emploi de ma voiture est aujourd'hui totalement illisible. Parce qu'il faut deviner les réponses, okay, c'est à travers tous les... Vous avez vu, lire un mode d'emploi d'un médicament, vous avez sur 2 pages, vous allez trouver au bout de la 2e page, dans un petit coin, posologie. Prenez 2 comprimés le matin et le soir. Mais vous avez toutes les explications qu'il ne faut pas le prendre si jamais vous avez tel truc, machin. Principe de précaution.
Vous savez, moi j'aime bien ce truc-là, à citer ces espèces de moche jaune en plastique, comme des voilà, qu'on fout dans les couloirs, sol mouillé, sol glissant. Alors, le sol est complètement sec, il n'y a pas de problème. Mais on met ça partout pour, si jamais vous tombez, dire principe de précaution, je vous avais prévenu que le sol, et si jamais vous tombez, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, je le dis. Donc, voilà. On va vivre dans une société dans laquelle on va avoir des bouts de trucs jaunes un peu partout et des modes d'emploi qui vont aussi expliquer que tout ce qu'il ne faut pas faire est inimaginable. On raconte, moi je trouve que c'est une très belle histoire, que jamais Armstrong aurait atterri sur la Lune, ni Pasteur n'aurait inventé le vaccin s'ils avaient appliqué l'ensemble de ces principes. Ils ont pris énormément de risques. Et ça, moi je crois que c'est un phénomène qui conditionne terriblement notre existence à ne rien faire. Ne prenez pas de précautions, ne sortez pas de chez vous. Par rapport à tout ce que j'évoque de cette démarche d'éthique, de responsabilité, c'est assez inquiétant. On a aussi, se développe, alors ça fait très chic, il y a la loi dure et la loi souple. Alors la loi dure, c'est ça, c'est les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, votées par les parlements, par les administrations, les règlements qui sont mis en place, mais émerge ce qu'on appelle alors la soft law, la loi souple, c'est-à-dire des standards qui sont fixés par la société, qui vous disent comment on se comporte, comment on doit manger, comment on doit se conduire, comment on doit se comporter, comment les entreprises doivent régler leur activité et leur comportement. Alors la question est, qui définit ces lois souples ? On peut apporter le témoignage que dans le monde de l'entreprise, eh bien, c'est très fréquemment par des grands cabinets de conseil qui fixent les grandes normes, qui discutent avec les grandes organisations gouvernementales, qui préparent des rapports et fixent des normes, ce que j'appelle ces lois souples, qui s'imposent et très largement qui viennent des États-Unis. L'Amérique nous fixe un cadre non seulement de consommation avec McDo, Coca-Cola et autres musiques, mais elle fixe aussi nos comportements, notre façon d'agir, que ce soit en tant qu'individu. Les séries américaines nous déversent toute une façon de se comporter, de se guider, mais également auprès des entreprises à qui elles fixent les bonnes normes, Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant quand on s'engage dans ces démarches éthiques, de comment on reste bien indépendant de ces comportements, ces directives, qui nous sont imposés. Si on lie l'éthique au bien et au mal, est-ce que c'est pas un frein complet à toute innovation ? Absolument. Et justement, c'est ça. Mais pour moi, l'éthique reste quelque chose qui doit se discuter et non pas quelque chose qui doit s'imposer. Nous remet en question toute notre agilité, notre possibilité de créativité et surtout de s'adapter à ces grandes ruptures que j'ai évoquées. Alors, par exemple, je reviens là, parce que j'ai pas évoqué les grandes ruptures sociologiques qui sont en train d'émerger. Aujourd'hui, je le résume d'une phrase. Ce qui était toléré hier n'est plus admissible aujourd'hui. C'est l'actualité de contre tout ce qui était les atteintes aux femmes, notamment les violences sexuelles, les violences conjugales, mais la façon dont on se comporte avec des enfants, la façon dont on se comporte avec des animaux, ce qui faisait partie de la vie. Bon oui, c'est comme ça, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Non, maintenant, on demande qu'on fasse du respect, qu'il y ait de l'écoute, qu'il y ait que je sois reconnu en tant que tel. Et c'est le respect de la vie privée, le respect de la diversité, le respect des minorités. Et puis, jusqu'où ça va, alors après, ça peut aller jusqu'à la déraison, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cancel culture, le wokisme, où là, on peut aller jusque...
dire, et si on éliminait les hommes et les femmes de la planète, parce que c'est eux qui contribuent à la dégradation de nos biosphères, de notre écosystème, de la nature. Donc il faudrait fondamentalement éliminer les hommes et les femmes, et tout ça pour le grand succès de quelques plantes. Elles ne sont pas nécessairement très à l'aise avec ces théories, mais elles s'est défendues. Est-ce que vous connaissez cette théorie qui, paraît-il, serait partagée par 25% des Américains aujourd'hui, qui veulent croire que le monde est dirigé par une deep state, un État profond, qui dirigeait non seulement les États-Unis, mais le monde entier, fait de pédophiles sataniques, et alors c'est tous les mouvements, et ça. Et donc, il faut se débarrasser de cet État profond. Alors c'est Monsieur Trump, notamment, qui défend ça. Le mouvement s'appelle QAnon. Regardez sur Wikipédia, c'est vachement intéressant. Il y a une jolie phrase de gars qui dit « Le sommeil de la raison enfante des monstres ». Et je crois qu'il faut qu'on soit, nous aussi, très attentifs à ce que le sommeil de se réveiller plutôt, que se réveiller, parce que se créent aujourd'hui des monstres. Et puis, dernier point, là, si je peux me permettre de dire, qui pose, je pense, cette problématique de l'éthique de façon forte, c'est l'extraordinaire révolution technologique auquel on est confronté. Et là, je pense qu'on est vraiment dans des rupture, l'Internet, les réseaux sociaux, on l'évoque, modifie profondément la relation des hommes et des femmes entre eux et leur relation avec le monde, soit de développer des théories, comme j'évoquais, celle de ce état profond, pédophilie et satanique, mais également l'émergence de l'intelligence artificielle, dont on parle de plus en plus. Et là, on a dit, oui, attention, l'intelligence artificielle, ça va supprimer des travaux dans tous les petits emplois, tous les gens qui font des travaux répétitifs, etc., vont être remplacés par des machines. Pas du tout. L'intelligence artificielle va remplacer, au contraire, moi je pense même l'élite. Votre médecin peut se tromper, il peut être fatigué, etc. L'intelligence artificielle, elle est capable d'analyser des milliers de cas, des milliers de radios, des milliers de trucs, et de vous dire, voilà, tiens, là, il y a il y a un petit point noir qui indique qu'il y a... L'intelligence artificielle va aider un juge d'analyser toutes les jurisprudences et de dire, voilà, quelle est la sentence qui est juste et le juge va dire il a fait l'analyse, l'intelligence artificielle, ChatGPT et autres. Donc je vais dire. La preuve de ce que je dis, c'est est-ce que vous avez refait, quand vous êtes sur Waze ou Mappy, l'analyse de l'itinéraire que vous allez prendre? Non. Vous suivez Waze parce qu'en effet, il est équipé de connexions avec tous les radars, il connaît absolument la circulation, et il connaît ce qui est le plus rapide, etc. Une intelligence. Moi, j'avoue, je le dis, quand Waze me dit allez tourner à droite, je tourne à droite, et quand il me dit d'aller tout droit, je vais tout droit. Je ne refais pas le calcul. Bon, à part, sauf éventuellement entre les 3 rues autour de moi que je considère que je connais peut-être. On voit bien que d'un côté, il y a des outils. Il y a des enjeux, parlons du climat par exemple, qui sont des enjeux mondiaux qui ont besoin d'une réponse unifiée de ces centaines de pays qui sont en train de se tirer la bourre chacun de leur côté. On a des outils comme les IA qui peuvent résoudre un certain nombre de problèmes, mais on parle aujourd'hui d'éthique de l'IA. Et un certain nombre de pays voudraient bien réglementer cette éthique. On est concerné, à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi je vous pose... c'est une idée. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une nouvelle renaissance ? La renaissance avec un grand R du XVe et XVIe siècle, c'était accompagné d'incroyables transformations, d'incroyables ruptures, qui étaient l'invention de l'imprimerie, qui était la découverte du Nouveau Monde, de l'Amérique,
qui a été découverte de scientifiques absolument formidables. Et puis qui était surtout la remise en question de la loi de Dieu à la loi de l'homme, où l'homme allait dire voilà comment je vois. Et à partir de là a émergé les idées des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle, et jusqu'à créer l'État moderne. Et puis a été une période absolument extraordinaire au niveau de la science, des philosophes, des sociologues. Il y a eu une réflexion absolument extraordinaire, et ça a été une époque éblouissante pour l'émergence d'une humanité qui est sorti quand même des limbes et d'un Moyen-Âge qui était quand même très qui écrasait quand même beaucoup les individus, et puis tout était figé au Moyen-Âge. Tout coup, c'était l'explosion de l'ouverture. Simplement, les citoyens du XVe et XVIe siècle, ils ne savaient pas qu'ils vivaient une grande révolution qui s'appelait la Renaissance. Eux, ils étaient conscients, il y avait la guerre de 100 ans, c'était horrible, il y avait des guerres tout le temps, il y avait la peste noire, c'était une période très anxiogène. Comme aujourd'hui, ce que j'ai essayé de décrire, nous vivons aussi une époque extraordinairement anxiogène, mais est-ce que, à travers, et Alain, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, n'est pas en train d'émerger, à travers ces technologies, à travers cette prise de conscience, à travers cette reprise de l'individu, de dire je prends conscience de mon destin et je ne le confie plus à un représentant, n'est pas en train d'émerger, et tout ça étant lié, une nouvelle renaissance que nous ne voyons pas, mais qui est gage d'avenir et de progrès. Eh bien, moi je voudrais en être convaincu. Il y a une jolie phrase de Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup, qui dit « Ni optimisme, ni pessimisme, juste les yeux ouverts sur le monde. » Et ce que je crois que l'éthique nous propose par rapport à ma morale, par rapport à mes lois, mes règlements, justement, nous propose d'ouvrir les yeux sur le monde, de discuter, de rencontrer ceux qui nous entourent, que ce soit le collègue, que ce soit un compétiteur, etc., que ce soit un législateur, pour essayer de construire en toute conscience un monde un peu plus intelligent, un monde un peu plus éclairé. Je crois qu'il y a quelque chose qui est profondément inscrit dans j'ai failli dire dans la laïcité. Non, mais c'est pas faux. C'est la laïcité est sans aucun doute la même façon, le même outil, demande la même intelligence que l'éthique. Éthique et citoyenneté, on est proche là d'élections dans lesquelles seulement 40% des gens déclarent vouloir aller voter. C'est pas complètement contradictoire avec ce besoin d'une intelligence collective? Alors, bien sûr, cet abstentionnisme qui ne fait que de croître, qui est un terrible danger pour la démocratie, elle est due bien à cette situation de on ne croit plus dans nos élites, on ne croit plus dans la science, on ne croit plus dans les professeurs. Il y a alors un mouvement dont j'ai oublié le nom, je crois la Grande Rédemption, quelque chose comme ça, qui a été fondé par il y a un gourou et ils ont été plusieurs centaines à adhérer à ce mouvement de dire il faut plus de médicaments, plus de médecine, méfiez-vous de tout, mais aussi surtout méfiez-vous des pervers. Les pervers, c'est vos proches. Tous vos proches sont des pervers qui sont là pour vous nuire. Et a créé une espèce de mouvement du refus absolu. Alors évidemment, on ne vote pas, mais je crois que pour soigner le cancer, c'était de mettre de la poudre de charbon dans un peu d'eau qui conseillait, etc. C'était un nouveau professeur Rouault, qu'on a connu. Sauf que ce qui est très grave, et c'est ça, c'est que ce type était un chercheur au CNRS. Donc un scientifique, un type intelligent. Alors, je ne sais pas s'il avait tout d'un coup, il avait un peu trop bu ou il s'était cogné un peu la tête un peu trop contre le mur. Mais voilà, on a un scientifique qui tout d'un coup va nous faire tout rejeter. Et on va partir de là, on va tout rejeter. Tous les politiques sont pourris. Mes voisins
Je me méfie d'eux, je m'enferme, je reste et je regarde la série 4 à la télé chez Netflix, et puis voilà, espèce de... d'un univers totalement artificiel. Et moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est de réveiller le citoyen, de lui demander d'ouvrir les yeux, de ne plus croire à ces gourous qui vont nous vanter. Et là, on est en pleine dedans. Je ne sais pas si vous avez lu les proclamations là sur les 36 bulletins de vote. Il y a des trucs qui sont complètement barges, quoi. Je veux dire, comment on peut accepter ça? Bon, ils ne seront pas élus, c'est peut-être pas très grave. Bon. Mais quand même, c'est quand même très angoissant. Je reviens à ce sommeil de la raison qui risque d'enfanter le monde, et surtout qui risque de remettre quand même en question un bien extraordinairement précieux qui est la République. Liberté, égalité, fraternité, remettre en question notre démocratie, nos institutions, qui quand même, si c'est pas le meilleur des systèmes, en tout cas on est bien clair qu'il est bien meilleur que tous les autres. Donc il y a un besoin, et je pense que de chaque citoyen, d'abord d'avoir le courage d'aller vers les autres, d'essayer de faire jouer cette intelligence collective, et puis essayer de se battre contre ces monstres qui sont là, qui émergent. Très concrètement, que font par exemple les Nations Unies depuis les 5 dernières années? Qu'est-ce qu'il y a eu comme action concrète autour de l'éthique, et justement pour développer cette intelligence collective? Je crois qu'elle fait beaucoup de choses. Elle travaille réellement. Les Nations Unies produisent des grandes... c'est pas des directives, mais je sais pas quel est le mot, des déclarations, des réflexions sur les grands sujets qui intéressent la démocratie, qui intéressent la planète, qui intéressent le développement. Sauf qu'elle n'a aucun moyen de les faire appliquer. Il n'y a pas d'armée de l'ONU. Il y a les casques bleus, mais bon, mais il n'y a pas des corps d'inspecteurs, de contrôleurs, etc. L'ONU, elle ne fonctionne qu'à travers les gouvernements. Et si les gouvernements ne mettent pas en place les résolutions, c'est ça peut-être le mot, résolution, ne mettent pas en place les résolutions de l'ONU, il ne se passe rien. Alors, je suis le référent, responsable éthique du Pacte mondial des Nations Unies. Ça, c'est donc cette initiative qui a été créée par plus de 20 ans, 99, par Kofi Annan, demandant aux entreprises de s'engager directement. Alors, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire, c'est plus nous qui allons mettre en place des politiques plus sociales, plus responsables sur la planète, etc. C'est les entreprises qui vont le faire. Et alors, le chef d'entreprise, le patron, va signer qu'il s'engage sur 10 grands principes qui sont sur le droit du travail, droit social, sur l'environnement et sur la lutte contre la corruption, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en 2002-2003, le secrétaire général suivant, Kofi Annan, a proposé les 17 objectifs du développement durable. C'est pour ça que j'ai 10 et 17. Les 17 objectifs devant, c'est pareil, mais c'est un peu plus détaillé. Comment des entreprises s'engagent à ne pas seulement respecter, mais faire des progrès sur des questions, soit qu'ils relèvent directement d'eux, un travail décent, mais aussi contribuent modestement à comment une planète plus juste, comment une planète plus verte, Et c'est pas une blague. C'est d'abord, il y a 2000 entreprises qui aujourd'hui, en France, ont signé ça, et tous les ans doivent montrer qu'ils ont fait des progrès, communication sur le progrès, qui doivent être publiés et envoyés aux Nations Unies. J'ai fait bouger les choses. Encore mieux, c'est de devoir publier ces résultats.
Et ça, c'est une initiative qui a été mise en place en France il y a quelques années et que la Commission européenne maintenant a élargi à tous les États européens, qui s'appelle la notation extra-financière. Hier, comme vous le savez tous, les entreprises étaient obligées de publier leurs comptes. Voilà, le compte de résultats, le bilan, actif, passif. Voilà, quels sont mes résultats financiers. Dorénavant, les entreprises, alors pas les pré-PME, mais tout petites PME, mais les entreprises en général, de façon très large, devront publier quelles sont leurs contributions extra-financières en matière d'emploi, en matière de lutte contre les inégalités, en matière sur la lutte sur le réchauffement climatique, en faveur de la biodiversité, etc. On appelle ça la Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est-à-dire l'obligation de publier tous les ans un état détaillé. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ont été pilotes, notamment en France, et publient. Vous avez donc des rapports qui sont des rapports de 80, 100 pages pour expliquer en détail toutes leurs contributions pour un salaire décent, pour la condition de l'homme et de la femme, le travail des enfants, etc. Et ça devient de plus en plus sérieux parce que à partir du moment où c'est publié, eh bien, la société civile, les collaborateurs, comme les organisations gouvernementales ou la presse, peuvent venir dire « Mais vous avez écrit que vous avez ceci. Comment se fait-il que... » Et plus encore de ces publications qui viennent de l'extérieur, de ces... qui sont jugées par l'extérieur. Ces publications sont internes, mais elles sont jugées par des acteurs externes à l'entreprise. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un nouveau mouvement qui s'appelle le droit d'alerte, qui permet aux salariés de venir dénoncer des dysfonctionnements dans l'entreprise, sur le travail, sur les questions environnementales, sur les questions de la corruption, la fraude et le blanchiment, etc. Et dorénavant, ils sont protégés. Ils sont protégés par la justice. Si jamais l'entreprise essaye de les foutre à la porte, de s'en débarrasser, eh bien, ils peuvent aller devant le juge en disant « J'ai été victime, suite à mon droit d'alerte, de sanctions ». Et même aux États-Unis, les lanceurs d'alerte sont encouragés financièrement et je lus là récemment la plus grosse récompense transmise par les autorités américaines parce qu'un gars avait dénoncé de la fraude fiscale et ça avait rapporté beaucoup d'argent au gouvernement américain. Eh bien, la récompense a été de 279 millions de dollars. Un mec ou une nana, je ne sais plus, a touché 279 millions parce qu'il a dénoncé au sein de son entreprise des dysfonctions. Ça change beaucoup de choses. Alors, et c'est pas que les entreprises privées, c'est aussi les administrations. Là aussi, vous pouvez être lanceur d'alerte dans votre administration. Comment vous voyez l'avenir ? Je voulais peut-être parce que par rapport à toutes ces contraintes qui nous sommes imposées, je voulais citer une phrase que j'aime beaucoup, de Jean-Baptiste Say, qui est un économiste du XVIIIe siècle, et qui disait « Si l'on veut que telle manière d'être, telle habitude de vie s'établisse, la dernière chose à faire est d'ordonner que l'on s'y conforme. Voulez-vous être obéi ? Il ne faut pas vouloir qu'on fasse, il faut faire qu'on veuille. » Et je crois que c'est ça peut-être. Comment moi je vois l'avenir ? C'est comment on peut aider, encourager chaque citoyen, chaque consommateur, chaque acteur, de dire venez participer, venez être un acteur dans la cité et soyez dans cette démarche éthique, engagez-vous dans cette démarche éthique dans laquelle on discute, on négocie, on réfléchit ensemble pour que c'est pas quelque chose qui s'impose, mais pour que tous ensemble on dise c'est ça qu'on veut. Parlons laïcité.
RERS, Évry Centre Essonne, propose une formation Valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs de la République et laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 01 69 36 25 14. 01 69 36 25 14. Parlons laïcité, le débat. Merci Dominique pour cette première partie. Et puis on va maintenant passer la parole à la salle. Donc qui veut poser la première question? Alors, je voulais revenir sur l'intelligence artificielle. J'ai cru comprendre tout à l'heure dans votre discours que vous estimiez qu'il n'y avait plus besoin d'humains et que cela éviterait peut-être des erreurs. Mais pourtant, l'empathie est très humaine en fait en soi. Est-ce que par rapport à l'empathie, on ne peut pas la remplacer par de l'intelligence artificielle? Donc, je voulais savoir quel était votre regard. Alors, merci pour cette question, et ce qui veut dire que j'ai pas été très clair tout à l'heure en parlant de l'intelligence artificielle. Il y a un risque, en effet, que des hommes et des femmes décident de ne plus réfléchir et de confier tout leur destin à une intelligence artificielle, comme je pense que des individus peuvent se mettre derrière des casques d'une réalité virtuelle et s'inventer un nouveau monde qui n'existe pas. Vous avez très bien fait de poser cette question. En effet, il est fondamental que les hommes et les femmes restent à la commande. Ça peut être, l'intelligence artificielle peut être un formidable outil pour essayer de gérer des données, des données en quantité absolument considérable et d'essayer d'en faire une synthèse. Mais ce sont que des données du passé qu'ils ont analysées, moulinées. C'est absolument pas les analyses du futur, de demain. Et comment réfléchir, comment créer, comment faire de la prospective, se préparer justement à cette... C'est sûrement pas par l'intelligence artificielle. Je disais tout à l'heure, avoir une idée nouvelle, c'est surtout pas, c'est d'abord se débarrasser des idées anciennes. ChatGPT et autres intelligences artificielles ne font que de ramasser des idées anciennes. Je sais pas si vous avez essayé de faire un petit travail sur ChatGPT, interroger ChatGPT pour lui demander de faire un petit discours ou préparer un petit exposé. C'est formidable parce que c'est en quelques secondes, puis ça vous sort quelque chose qui est pas idiot, y a pas. Mais qu'est-ce que c'est plat? Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Qu'est-ce que c'est dans la conformité? ChatGPT, l'intelligence artificielle, ça n'aurait jamais créé ni Léonard de Vinci, ni Molière, ni. Non, c'est un outil qui peut être formidable. Ne le négligeons pas, ne le rejetons pas. N'allons pas brûler. Détruire comme on a détruit les imprimeries, etc. Mais c'est sûrement pas c'est pas ça qui va nous conduire à l'avenir. Et c'est revenons aux hommes et aux femmes, à leur capacité d'intelligence, à leur capacité d'intuition, ce que vous avez dit, toute cette capacité d'être sensible et qui est absolument fondamentale et qui nous a permis on marchait à quatre pattes. De nous lever et même d'aller jusque dans la Lune. Alors, peut-être une question par rapport à ces notions de morale et de laïcité, visiblement, parce que on était en train de parler de cohabitation des morales, visiblement, qu'il faudrait mettre en place, mais est-ce qu'il y a de la place pour toutes les morales, vraiment, qui doivent cohabiter? Alors maintenant, évidemment, ça dépend de qu'est-ce que vous appelez morale. Est-ce que certains dogmes, certaines idéologies ne s'inscrivent absolument pas dans la morale, mais purement dans l'idéologie, et la volonté de pouvoir et de dominer ses semblables?
Je crois que, mais c'était pas l'objet de cette réunion, c'est de réfléchir maintenant, c'est quoi la morale ? Quelles sont les limites de la morale ? Je me livrerai pas à cet exercice. Je pense que donnons simplement au mot de morale ce qui dit, comme j'évoquais, le bien et le mal, avec un grand B et un grand M, mais dans le respect absolu de l'individu et de l'humanité. À partir du moment où on commence et on connaît et on les voit venir, toutes ces idéologies fascisantes, ces idéologies nazies, ces idéologies de la destruction de l'autre, du rejet, etc. Non, on n'est pas dans la morale, à l'évidence. Donc là aussi, peut-être donnons-nous, citoyens conscients des enjeux démocratiques, la capacité de dire « Attends, non, ça c'est pas de la morale, ça c'est de l'idéologie, ça c'est de la volonté de détruire, de nier ou les autres. » Tu nous dis la morale c'est au-dessus de tout et l'éthique est entre la loi et la morale. Bon, mais même si c'est un entre-deux, pour les individus, il peut y avoir des personnes qui soient dans une forme de morale qui, pour un autre individu, sans être dans les extrêmes, est immorale. Admettons, pour revenir sur la laïcité, admettons la morale de quelqu'un, il se moque d'une religion, il se moque d'une divinité. Et que dans l'autre morale de l'autre, c'est un scandale, il ne faut surtout pas se moquer ni d'une religion ou d'une divinité. Comment on fait vis-à-vis de ça ? Moi, je sais pas. Là, je ne suis pas. Que je pense pas que je serai capable de répondre parce que je pense que on doit avoir un grand respect des religions qui viennent vous guider. Je ne suis personnellement athée, mais je comprends très bien que de quelle que soit la religion, on a ce respect de l'autre, ce respect de soi-même et cette volonté de dépassement et d'aller vers une excellence. À partir du moment où, en effet, on ne nie pas l'autre. Tant que la religion reste quelque chose qui vous est propre et qui vous permet justement d'une transcendance, l'aspect, et au contraire, quelle qu'elle soit. En revanche, lorsqu'elle essaye de s'imposer aux autres, devenir une forme de pouvoir, elle n'est pas acceptable. Pour moi, c'est très clair. Mais il faudrait peut-être, sans aucun doute, aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la réflexion, et pas simplement. Voilà, je le fais de façon très brève. Bien sûr, et bon, je ne veux pas monopoliser la parole et j'attends que les autres aussi lèvent la main, mais simplement, rien qu'en France, au bureau des cultes, au ministère de l'Intérieur, on compte 3000 religions. Rien qu'en France. À l'échelle mondiale, on l'estime à 30 000 religions différentes. Puis il y a des religions, les Aztèques, ils faisaient des sacrifices humains, voilà, pour honorer leur dieu. Parce c'est une religion polythéiste, il y avait plusieurs divinités. Donc, la morale de l'un n'est pas forcément la morale de l'autre. L'éthique de l'un n'est pas forcément l'éthique de l'autre, à ce niveau-là. Et là, c'est un petit peu cette question, laïcité et éthique, qui est un peu le thème de l'émission, du coup. Pas facile de faire la part des choses. Non, là vraiment. Non, l'éthique, je reviens. Alors peut-être pas assez clair. L'éthique, c'est pas une croyance, c'est un comportement, c'est une posture qui demande simplement d'interroger, de s'interroger, de dialoguer, de discuter. C'est une façon d'être. C'est pas quelque chose qui s'impose et qui vous dit ce qui est bien. Mais je crois que revenons à la définition de la laïcité, qui est de dire à partir de vous avez absolument le droit d'avoir vos 3000 religions ou 30 000 religions au niveau de la planète, ça vous a pas, mais ça reste dans votre champ privé, ça reste dans vos croyances, ça reste dans votre champ privé. Ça n'influe pas sur le champ public. Vous n'imposez pas à travers votre religion, donc vous ne sacrifiez pas votre voisin parce qu'il est blanc, jaune, rouge ou vert, parce que vous le considérez inférieur ou parce qu'il habite de l'autre côté de la rivière. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est j'ai le droit d'avoir mes croyances, c'est la religion, n'est que des croyances, elle m'appartient, mais elles n'interviennent pas dans le champ public. Et surtout pas dans ma relation avec les autres.
Et l'éthique, alors que l'éthique, justement, c'est je vais justement vers celui qui vit de l'autre côté de la rivière, je vais vers celui qui est différent, et essayer d'ouvrir un dialogue, j'ouvre un débat, et on essaye ensemble de trouver une réponse. Dans le respect, c'est ce que j'essaye essayer de promouvoir. Si je peux me permettre, moi, juste d'ajouter encore, je crois que je me méfie beaucoup de tous ces gens qui, comme je disais en introduction, qui parlent de l'éthique, tous ces politiques, tous ces hommes d'affaires, tout ça. En fait, on nous raconte une histoire parce que je pense qu'il y a derrière ça, il n'y a pas la réalité d'une démarche éthique. Mais je vais être c'est moi qui invente cette approche de l'éthique comme une façon d'être, comme une philosophie, comme une attitude. Mais en effet, vous entendrez à la radio, à la télé, dans les journaux, avec votre oncle Robert, il vous parlera de l'éthique et ça sera pas du tout ce que j'essaye d'évoquer. Je crois que j'essaye justement comment, dans un monde complexe, monde incertain, monde ambigu, on va essayer de trouver des réponses qui ne sont pas celles que des idéologues vont essayer de nous imposer et surtout vont imposer aux autres, mais essayer d'une démarche dans laquelle on aura des hommes et des femmes debout. Et si on regardait de notre côté, notre griffonneur de l'extrême, notre Jean Cry, qui est en train de peindre, de dessiner depuis le début de l'émission pour voir où on en est dans ces petites œuvres. Alors Jean Cry, on te donne la parole ? Oui, merci. Merci pour votre échange sur le sujet de l'éthique, qui est vraiment un sujet très intéressant, justement, au moment où toutes les civilisations se mélangent avec l'arrivée du numérique, et donc il y a toutes les visions du monde qui se mélangent. Arriver à trouver un fil à plomb sur une éthique commune, on voit bien que ça pose clairement un problème et que l'éthique ne semble pas être une chose uniformément partagée. Voilà. Et vous parlez des Nations Unies, on a besoin effectivement d'avoir une entité supranationale, c'est évident. On peut que regretter qu'elle ne soit pas plus présente et qu'elle ne soit pas suivie. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Israël avec des choses qui ont été écrites et dites il y a très longtemps et qui n'ont jamais été respectées, et voilà où on en est aujourd'hui. Alors, c'est un sujet pas toujours facile à illustrer. J'étais parti puisque la thématique était éthique et laïcité, j'étais parti sur un élu qui a fait une marianne avec un voile islamique, donc éthique et laïcité, clientélisme, point d'interrogation. Et effectivement, une statue de marianne avec un voile, et puis il dit voilà ma nouvelle marianne pour mes électeurs des cités. Et puis une dame qui répond, habillée, je ne veux pas dire normalement parce qu'on pourrait dire, mais disons habillée de façon à l'européenne, eh bien on a des marges de progrès pour l'éthique. Puisqu'effectivement, le clientélisme, dans ce domaine-là, on a vu que des élus étaient souvent prêts à n'importe quoi et à mettre en risque la République, des fois, sur des choses importantes. Et puis, vous avez cité aussi 64... Alors, j'ai noté livres de loi, je ne sais pas comment vous les appelez, pour le quotidien. Vous parlez de tous les codes de loi, etc. Donc, morale, loi et éthique. 74 livres de loi pour le quotidien. Et donc, quelqu'un qui arrive avec une grande pile de bouquins énormes et puis qui voit un gamin de 7 ans et puis qui lui dit « Lis tout ça, nul n'est censé l'ignorer ». Et le gamin répond « J'ai 7 ans, merci pour l'éthique ». Puis j'en ai un autre que je vous dirai tout à l'heure. Alors, une réaction, Dominique, à ces 2 premiers dessins. Dis-nous ce que tu en penses. Non, mais c'est plein de finesse et c'est plein d'intelligence. Et ça pose parfaitement le premier, justement, comment on vit avec de morale, et comment on essaie de faire vivre à la fois une religion et des institutions qui est... Non, ça ne fonctionne pas. Et par contre, la réalité c'est comment j'ai dit, c'est une espèce de tsunami de règles, de codes, et ça ne fait que de croître. Et alors que, et ça il faut le dire, dans le monde, ce sont des démocraties occidentales qui mettent autant de règles, de lois, de contraintes et coercitives. La plupart des États n'ont aucune
législation pour protéger les femmes, pour protéger les enfants, pour protéger la planète, pour protéger la propriété intellectuelle. Mais ça, j'arrêterai pas. Et nous sommes en plus dans une économie totalement ouverte, c'est-à-dire qu'elles viennent rentrer en compétition avec nos propres entreprises. Bon, évidemment, quand vous avez deux coureurs qui sont là prêts pour atteindre la ligne d'arrivée, il y en a un qui a un sac à dos avec tous les bouquins qui ont été dessinés et l'autre il a juste son petit short et qu'on envoie le signal du départ, la course elle est déjà gagnée, quoi. Je veux dire, alors maintenant il y a à réfléchir. Comment face à cette c'est des conditions de compétitivité totalement scandaleuses et absolument pas équivalentes. Comment on peut essayer de transformer ces contraintes que nous nous imposons, de respecter l'environnement, de respecter la propriété intellectuelle, de respecter l'éducation des enfants, de respecter la condition de la femme, etc., les conditions de travail, des santé, un salaire, etc. Comment on peut en faire un avantage compétitif? Et c'est possible. Et là aussi, c'est dans la démarche éthique. Comment, justement, on essaye de dire que l'on produit, non pas de la sueur et de la transpiration. J'ai l'habitude de dire, quand une dame va acheter une petite robe à 10,99 €, la robe, elle pue. Parce que la petite robe à 10,99 €, elle a été fabriquée dans des conditions épouvantables, c'est évident. Il faut gérer le consommateur quand l'adolescent s'achète 14 jeans dans l'année, etc., alors qu'on sait que c'est une des industries les plus polluantes. C'est pas très éthique de se racheter tous les ans un nouveau smartphone parce que s'il est passé du S24 au S24X, c'est débile. Bon, est-ce que là aussi il y a une intelligence à créer collectivement? Et puis ensuite de dire, oui, non, je suis assez fier parce que j'ai acheté commerce équitable, j'ai acheté bio, parce que j'ai acheté commerce responsable, et qu'aujourd'hui, je pense que des consommateurs sont pas naïfs, mais quand même, les consommateurs sont intéressés d'acheter des choses qui ont été construites, conçues, fabriquées dans des conditions de respect des hommes, des femmes et de la nature. C'est pas évident. Mais il faut qu'on essaye de s'y employer et puis surtout qu'on essaye d'encourager notre environnement, notre univers, globalement à se comporter et de dire non, je n'achète pas des produits qui pourraient avoir été fabriqués par des Ouïghours ou avec des salaires totalement indécents. Donc il y a ça, et puis évidemment il y a aussi d'interpeller le politique, d'interpeller les organisations, l'Organisation mondiale du commerce, l'organisation, toutes les organisations. Il y a une loi, je peux juste dire, qui est en France, qui est une loi qui a été votée en 2017, qui s'appelle le devoir de vigilance, et qui maintenant devient une loi européenne, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, c'est-à-dire la responsabilité sociétale à travers des diligences actives des entreprises pour vérifier quel est le comportement, la respectabilité de leurs sous-traitants. Et là, ça vient d'être voté il y a quelques jours par le Parlement européen. Ça va s'imposer à toutes les entreprises de plus de 1000 personnes. En France, c'était que 5000. Là, on va descendre de 1000 personnes. Et ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'acheter des produits qui ne respecteraient pas l'environnement, qui n'auraient pas été fabriqués dans des conditions de respect du droit du travail. On va avoir des problèmes avec les acheteurs de voitures électriques où les batteries ne sont pas particulièrement faites dans de conditions éthiquement acceptables. J'étais ce matin en discussion avec un homologue, un collègue de chez Renault qui explique la problématique que représente d'où vient le lithium, comment il est fabriqué, comment on va d'ailleurs aussi s'en débarrasser, et les milliers de composants qui sont dans une voiture, comment ils s'assurent qu'ils viennent de fournisseurs responsables et comment les moyens. Donc ça va être une révolution considérable, ça va descendre et ça va s'imposer, mais là encore, ça ne s'imposera qu'aux entreprises européennes qui sont contraints à respecter cette nouvelle directive de Bruxelles. D'autres questions ?
Oui, ce que vous dites, en fait, pose des problèmes par rapport à l'économie mondiale, parce que si l'Europe, et d'ailleurs on le voit bien, hein, c'est les débats politiques actuels sur l'économie en France, faire revenir les entreprises en France, etc. Mais du coup, si l'Europe adopte ce terme, quid des autres puissances mondiales qui ne respectent pas du tout. Alors, ce que j'entends quand même, je suis assez optimiste de vous écouter parce que finalement, ça fait tache d'huile depuis plusieurs années, ce que vous dites. Je ne savais pas que c'était en 2017, sous Kofi Annan, qui avait eu cette question des RSE des entreprises que j'ai eu l'occasion de voir, entre autres à la MGN, dont j'en ai entendu parler pour la première fois à la MGN. Mais du coup, quid par rapport aux autres pays, comment faire pour qu'il n'y ait pas des guerres effrénées suite à des décisions prises de façon éthique par l'Europe, entre autres, voire la France, et qu'elle ne soit pas complètement boycottée et sabotée par les autres pays. Je pense, par exemple, aux abeilles, à toutes ces questions qui sont débattues en Europe et où on n'arrive pas à en sortir parce qu'il y a les lobbies qui sont très puissants. Il y a quand même, je crois que vous avez tout à fait raison de dire, en fait, il y a un mouvement. Il y a quand même... alors, aujourd'hui, ça part de pays comme de pays européens, cette question du devoir de vigilance, de attention, quels sont vos fournisseurs, est-ce que vous avez vérifié que vos fournisseurs sont des gens responsables, ça vient donc de la France, c'est passé à Bruxelles, je pense que les Nations Unies vont s'y proposer, de notre côté, j'espère, je vais rester optimiste, comme vous l'évoquiez, que la Chine va se rendre compte que l'Inde, le Brésil, toutes ces nouvelles puissances émergentes, que sur le marché européen, qui est quand même un des premiers marchés, sur le marché américain, ils n'arrivent plus à vendre parce que les citoyens disent ça ne me convient pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie prise de conscience des consommateurs. Ça, je pense que les consommateurs dire est-ce que j'ai véritablement besoin de m'acheter une voiture toute électrique ? Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée ? Est-ce qu'on n'a pas parti un peu trop vite en finançant d'ailleurs l'achat de voitures électriques, que ça a des conséquences grave, que je parlais de la petite robe à 10,99 € ou même à 9,99 €, de savoir que, en effet, je crois que ChatGPT consomme plus d'énergie que je ne sais plus quoi. C'est absolument considérable, les milliers d'ordinateurs qui sont mis en œuvre et qui chauffent la planète pour pouvoir vous donner une page de résumé d'une question que vous lui avez posée. Donc, je reste fondamental parce que je vois ce qui s'est passé. Comme je suis rentré dans l'entreprise il y a maintenant plus de 40 ans, même depuis 50 ans. Bon, le mot d'ordre, c'était ferme ta gueule, et puis tu conserveras ton emploi. Et cette idéologie, on sort de la guerre, il faut reconstruire, on se pose pas de questions. Aujourd'hui, nous avons des citoyens, et de plus en plus, et pas qu'en Europe, et pas que y a des citoyens chinois, des citoyens brésiliens, des citoyens indiens, qui se posent la question de dire attention, on va essayer d'imposer à nos parlementaires, à nos gouvernements, à nos administrations, de se comporter de façon un peu plus responsable. Pas de naïveté, ne soyons jamais naïfs, ni optimistes, ni pessimistes, juste les yeux ouverts sur le monde. Ça, c'est important. Mais quand même, je pense que le trend est positif. Bonjour. Quelle éthique pour les grandes surfaces, Carrefour, Optical Center, etc., dont on sait qu'ils financent l'armement dans, je ne sais pas si je peux citer, mais Israël, par exemple. Donc, comment résister, nous, comme consommateurs déjà ? Et est-ce qu'il y a des contrôles sur ces grosses entreprises, sur ces marchés énormes qui sont... Voilà, donc... Moi, ce que je
dans les associations, cercles que je peux fréquenter, notamment le cercle éthique des affaires que j'ai présidé pendant près de 12 ans, vice-président puis président, de voir les efforts que font les grandes surfaces, les Auchan, les Carrefour, etc., justement pour devenir plus responsables dans leurs achats. Aussi bien, ils ont été très concernés, en effet, par cet accident au Bangladesh, le Rana Plaza qui s'est écroulé en Inde, en Bangladesh, pardon, Bangladesh qui a tué, il y avait plus de 1000 personnes qui travaillaient là-dedans, qui ont été écrasées, justement, et ils sont très acteurs aujourd'hui dans ce devoir de vigilance. Je n'ai pas connaissance, alors je pense que c'est à vérifier que ces grands groupes financent l'industrie d'armement. Voilà, je pense qu'il y a à la fois des industries d'armement que des grandes démocraties se financent elles-mêmes sur l'impôt pour pouvoir assurer leur sécurité et leur intervention sur les théâtres extérieurs. Et puis après, il y a toute une économie mafieuse. N'en doutons pas. Hein, je veux dire, je ne veux absolument pas, là aussi, la naïveté qui finance toutes ces... et qui assure toutes ces armes, mais je ne pense pas que ce soit des grands groupes industriels ou comme ceux que vous évoquez. Pareil, difficile. Vous avez peut-être des informations que je n'ai pas et qui vous permettent de le penser. Alors, imaginons, je suis un consultant ou je travaille dans une entreprise qui peut se permettre d'avoir un référent éthique parce que c'est pas facile, surtout pour les petites structures, notamment qui ont que quelques salariés. Et on sait que l'artisanat est très large en France à ce niveau-là. C'est même certains, il y avait des pubs il y a quelques temps qui disaient artisanat, première entreprise de France. Donc voilà. On se met dans une démarche éthique. Ok. On veut par exemple travailler sur le fait que les salariés de la structure puissent bien coopérer ensemble, qu'ils puissent avoir une qualité de vie au travail, tout ça. Et on arrive là dans l'entreprise, on fait une enquête et puis on voit quoi ? On voit que certains salariés demandent des règles particulières en fonction de leur religion. Ils se disent, tiens, ah oui, mais moi je voudrais ne pas travailler le vendredi parce que, ah mais tiens, moi je voudrais avoir ça à la menu de la cantine du restaurant parce que, ah bah tiens, moi j'ai besoin pour telle logique avoir une pause ou une salle à aménager pour aller prier et autres. Mais que ça soit pas la même que l'autre. Ah, ça devient de cesser là. Comment on fait ? C'est un vrai sujet. J'évoquais les nouvelles demandes sociétales, je veux dire, alors non seulement elles peuvent être religieuses, pouvoir suivre un culte, porter un voile, etc. Mais par exemple au sein du comité éthique de la SNCF que je préside, dans lequel c'est un vrai sujet, parce qu'ils sont quand même plus de 175 000 employés, et évidemment provenance d'origines extrêmement diverses. Eh bien, nous avons fixé un guide sur la laïcité et le refus. Aucun signe religieux n'est accepté à la SNCF. Voilà. Et quand si vous entrez dans l'entreprise, c'est écrit, vous avez à le respecter, c'est simple. Mais ça peut aller même de tatouage. Un employé de la SNCF ne doit pas porter des tatouages apparents, et on peut lui demander de mettre une chemise aux manches longues et un pantalon pour ne pas voir ces tatouages. Donc moi je crois, et c'est cet engagement de la démocratie, de la République, de défendre de façon extraordinairement ferme la laïcité. Chez vous, vous pouvez vous agissez comme vous le souhaitez, et vous êtes totalement respectable. Vous pouvez l'agir dans votre église, dans votre mosquée. Moi, je pense... Alors, surtout,
de bien vouloir évoquer, parce que là on pense beaucoup à une idéologie islamiste, mais il y a aussi une idéologie chrétienne qui est absolument épouvantable, et de refuser une femme de l'avortement, de refuser à un homme ou une femme de vivre sa sexualité normalement, etc. Donc tous ces espèces de systèmes archaïques. Donc je n'arrive même pas à dire que je ne respecte pas, mais chacun a le droit, voilà, chez lui, de croire à ce qu'il croit. Mais les 3000 religions françaises que vous évoquiez, elles sont... voilà, Non, moi je pense que l'enfermement dans des croyances, l'enfermement dans des idéologies totalement étroites, c'est-à-dire, de toute façon, je ne peux pas discuter avec vous. Parce que moi, j'ai des informations que vous n'avez pas. À travers d'ailleurs les réseaux sociaux et par les quelques copains que je fréquente. Alors, j'ai parlé de cette secte de la grande mutation. Voilà, nous avons des informations. D'ailleurs, le gourou là que j'ai évoqué, ce chercheur du CNRS, avait visité avant de redescendre pour sauver une race élue, avait visité quand même 20 étoiles. Il racontait très clairement qu'il avait visité 20 étoiles, qu'il avait appris des choses, qu'il savait des choses, qu'il échangeait, et que vous demandez d'aider. Quand on est capable de croire à des pareils, et que il y a quand même là, il y a peut-être des soins thérapeutiques à évoquer, mais ce qui est très grave, c'est que c'est le refus du dialogue, le refus de la confrontation, le refus de ce que j'appelle la démarche éthique, c'est-à-dire de discuter, parce que de toute façon, c'est pas la peine qu'on discute. Vous savez pas. Moi, je sais que. Et comment il s'appelle je cherche la religion là, avec les pattes et avec la passoire sur la tête. Pastafarisme. Oui, voilà. Là, je pense que moi, d'ailleurs, j'en suis un adhérent passionné. D'ailleurs, je vous propose que peut-être on passe maintenant à ce sujet. Maintenant que vous m'avez écouté, on va passer aux choses sérieuses. On va passer de... Voilà. Non, je blague. Juste pour nos auditeurs, le pastafarisme, cette religion qui est née en 2005, qui pense que le monde a été créé par un monstre en spaghetti volant. Voilà, donc c'est une religion qui est née aux États-Unis, en Californie. Non, mais, voilà, tout est possible. On n'a pas besoin quand même de les immoler physiquement, mais peut-être quand même de les empêcher un peu de parler. Il y a aussi le temple solaire, oui, ça. Non, mais 30 000, ça ne me surprend pas. Hein. Oui, du coup, ce que vous posez comme question, enfin, qui n'est pas une question d'ailleurs, non, ce que vous dites en fait, c'est l'interférence de la sphère privée et de la sphère publique. Et c'est vrai qu'il y a un vrai délitement ces dernières années, je suis plus toute jeune, je vois que depuis pas mal de décennies, il y a effectivement un empiètement sur la vie privée. Facilité par les réseaux sociaux, par tout ce que les jeunes, je vois mon petit-fils, il pourrait mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ses copains pareils. Et du coup, c'est vrai que le privé et le public, ça pose un réel problème à tout niveau et jusqu'au niveau de sécurité et au niveau du dialogue aussi. Sauf que je permets de signaler que pendant des centaines d'années et encore pas très longtemps, il y avait une religion catholique qui guidait, qui quand même pendant des centaines d'années a guidé le comportement des hommes et des femmes d'une façon qui est quand même, je permettrais de dire, totalement effroyable. Dans la violence auquel ont été soumis des homosexuels à qui on a fait de la castration chimique ou des thérapies de conversion, comment on a empêché des femmes de pouvoir avorter, on a empêché des hommes de... Non, c'est aussi... une horreur, et malheureusement... Mais il y avait que celle-là. Alors, ça peut... Puis d'ailleurs, il n'y avait pas trop de discussion parce que fallait pas quand même parce que sinon vous alliez en enfer et puis que vous aviez. Moi j'ai vu la violence absolument incroyable de la manif pour tous au
moment du mariage des homosexuels, c'était une horreur. Comment des femmes et des hommes emmenaient des gamins aller manifester pour de la haine contre les autres. Je parle pas des suicides, évidemment. Des jeunes qui se découvrent anormaux, parce qu'ils ne sont pas comme papa et maman. Oui, c'est intéressant ce que tu évoques. On avait récemment fait une émission sur les mouvements LGBT et la laïcité, justement. Et on voit aussi que la liberté de conscience, elle est aussi dans la capacité de pratiquer les mœurs qu'on souhaite pratiquer. Et que parfois, dans les démarches éthiques, c'est tout un travail aussi, tout un protocole, parfois à mettre en place pour avancer sur ces questions-là. Dans le respect absolu de soi-même et des autres. D'autres questions ? Comment on définit une religion ? Est-ce que entre une secte, tous ces groupes, est-ce qu'il y a une définition plus précise ? Je ne sais pas, mais c'est une très bonne question. C'est à partir de quel moment ? Alors, je pense que c'est au nom d'adeptes. Alors, est-ce que les pastaforés, avec des porteurs de pâtes, c'est une religion ? Probablement pas. C'est une secte et encore. Évidemment, quand vous avez quand même quelques centaines de millions d'adhérents pour l'hindouisme, pour le bouddhisme, pour la religion catholique, la religion musulmane, là, évidemment, ça s'impose. Mais derrière ça, il y a quand même une volonté de pouvoir, d'éliminer l'autre. Ces religions sont d'abord s'inscrivent quand même dans des problèmes de pouvoir. Alors Dominique, si tu me permets, je vais venir un petit peu à ton secours sur cette question, sur la définition de secte et la définition de religion. Quelles sont les définitions juridiques en droit français du mot secte et du mot religion ? Eh bien, il n'y en a pas. Tout simplement. Il n'y en a pas, ni pour l'un, ni pour l'autre. Alors, à défaut de définition de secte, on a une définition de dérive sectaire. Et qu'est-ce que c'est une dérive sectaire ? C'est quand un individu ou un groupe d'individus fait pression sur un autre individu ou sur un autre groupe d'individus jusqu'à emprise, en lui faisant perdre justement la liberté de conscience. Et on n'a plus la possibilité de penser par soi-même. Donc après, là, on a toutes les dérives qui arrivent. On va nous prendre de l'argent, on va avoir de l'esclavage, voire des sévices sexuels et autres, parce qu'on ne peut plus penser par soi-même. Donc ça, c'est condamné, bien sûr, par la loi, cette question d'emprise mentale de la dérive sectaire. Mais tout peut être une religion. Les pastafariens, alors ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, à la fin de l'émission, vous pouvez, tout le public, créer votre propre religion et vous êtes tous les dieux et les déesses de cette religion, si vous le souhaitez. C'est votre liberté de conscience. Ou créer votre propre religion et votre propre dieu ou votre propre déesse. Vous avez tout à fait le droit de le faire, c'est ce que vous permet la laïcité. C'est la liberté de conscience. Vous avez aussi la possibilité de ne pas le faire du tout. C'est pas parce qu'on a un droit qu'il faut absolument l'appliquer. Le pastafarisme, il s'est créé, pas du tout dans une dérive sectaire justement, mais en réaction à une logique qui était le combat contre le créationnisme, qui, le créationnisme tentait d'imposer dans les cours le fait qu'il fallait absolument se référer qu'à la Bible et qu'à elle seule, dans les cours de SVT notamment, Sciences et Vie de la Terre, en disant c'est pas l'homme et le singe qui ont un ancêtre commun, c'est Adam et Ève, et point barre, et on se questionne plus. Et la Terre, elle a que 8000 ans, alors qu'on sait qu'elle a des milliards d'années. Et puis, d'ailleurs, les hommes et les dinosaures, ils ont vécu ensemble, et d'ailleurs, la Terre a été créée avec les fossiles de dinosaures à l'intérieur. Ça, c'est les théories créationnistes. Voilà. Et donc, elle est là aussi la démarche éthique, me semble-t-il, à un moment donné, c'est de se dire, on a liberté absolue de conscience, de croire absolument ce qu'on veut, mais éthiquement, dans la vie de tous les jours, sur les pratiques, au milieu professionnel ou ailleurs, est-ce que on doit imposer sa pensée, sa croyance, sa façon de faire, sa logique ? Est-ce qu'il y a des processus de négociation ? Voilà, on le voit dans le travail, parce que la liberté de conscience, c'est pas que sur les religions non plus, faut pas rester enfermé sur cette logique-là. Liberté de conscience, quand on se dit, tiens, quand je commerce éthiquement, quand je consomme éthiquement, finalement, ça fait aussi partie de la liberté de conscience de l'individu qui se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis là pour faire du fric et c'est tout et tant pis pour la planète ? Ou est-ce que dans la démarche d'éthique que me permet la liberté de conscience, je vais plus loin ? Donc c'est peut-être pour donner quelques éléments de réponse, mais Dominique. Et j'apporte, juste d'ajouter, je viens de se retrouver sur mon téléphone, il y a aussi
au niveau de l'administration française, la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui permet justement de poursuivre ces sectes, comme tu évoquais. Dérives sectaires, pas sectes. Dérives sectaires, oui, les dérives sectaires, qui présentent un danger pour la République. Oh, je vois que Jean-Cry a continué quelques esquisses. Voyons voir où il en est maintenant. Oui, j'en ai juste rajouté un, parce que, comme je disais tout à l'heure, avec de plus en plus de technologies, comme si la technologie, c'est aussi ce qu'on en fait. Le couteau, il peut être utile, mais aussi mais à un moment, on peut se poser aussi la question jusqu'où il y a de l'éthique ou pas dans les technos et dans ce qu'on fait. Et est-ce qu'à un moment, sous prétexte qu'on peut le faire, on s'autorise à le faire en disant les autres se débrouillent sur l'éthique de l'usage de la chose en question. Et on voit de plus en plus de drones, et notamment des drones tueurs. Donc ça rappelle tous les films qu'on connaît là-dessus, quoi. Et donc j'ai dessiné, en plus après chacun voit ça, mais vous avez vu ces sortes de robots petits chiens qui sont armés. On se dit à un moment on est poursuivi par ça, on fait comment pour s'en sortir, quoi. Et donc voilà, et donc l'idée c'est éthique et technologie, tout est-il possible? Et donc il y a ce robot petit chien qui voit un bébé qui tient un biberon et qui lui dit lâche cette arme inconnue. Le bébé qui péniblement dit bib, et l'autre il répond trop tard, feu. Un commentaire? Non, c'est horrible. Mais encore, le sommeil de la raison enfante des monstres. Hein. Non, je pense que c'est ne jamais s'endormir, ne jamais croire. Ces gourous trop beaux, trop fascinants. Comment garder de la réserve, garder de la distance et surtout, ChatGPT comme les drones. Ça, c'est pas innocent. Soyons. Et comme vous disiez tout à l'heure, que l'homme et les femmes restent au contrôle et lucides. Et voilà, les yeux ouverts. Tu évoquais dans ton intervention la question du wokisme à un moment donné. Est-ce que tu pourrais nous dire la définition du wokisme et en quoi certains essayent d'en faire une démarche éthique? Alors, c'est une question piège, hein, parce que c'est plein de tensions, et le mot woke est aujourd'hui repris par l'extrême droite et Bardella défend. En fait, le mot woke vient de l'anglais et ça veut dire l'éveil, se réveiller. Et je pense que c'est une disposition, aussi une posture tout à fait respectable. C'est de se réveiller, et c'est venu d'abord des mouvements noirs américains pour dire il y a eu une exploitation insupportable, il y a eu une utilisation de cette main-d'œuvre dans des conditions épouvantables, et vous connaissez ça mieux que moi. Le seul problème, c'est la dérive qui en est émergée. On porte atteinte aux droits d'un homme ou d'une femme à cause de sa couleur, de son origine, de sa religion, de sa sexualité ou orientation sexuelle. C'est pas admissible. Et donc, il faut le dire. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit, en effet, éveillé, on soit woke, réveillé. En revanche, d'aller porter ça jusqu'à l'extrême de l'autre, c'est-à-dire il doit être l'ensemble des blancs doivent être éliminés parce que il y a eu leurs ancêtres se sont comportés comme des salauds, que tel peuple n'a pas respecté justement des grands principes de la démocratie. Il faut les éliminer. Donc là encore, attention au combat idéologique à partir de bonnes idées. Et je pense que ce qui a été dit par notre caricaturiste Jean-Cry, c'est que n'oublions jamais que le couteau, il nous aide et il nous permet formidable. Je pense que l'invention du couteau a permis à l'homme de maîtriser son environnement, mais en même temps, il lui a permis aussi d'aller tuer son voisin. Le bâton du vieillard, c'est la
irréprochable, lui permet de marcher, mais aussi il permet de tuer quelqu'un. Donc là, je pense que on a évoqué les armes. Je pense qu'il est très important de pouvoir disposer d'une défense. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'occupait de la sécurité et de la défense. J'en suis très fier d'assurer que ma nation française ait pu assurer sa défense, c'est fondamental, et pas dépendre de M. Trump, parce qu'on a acheté des avions, et vous savez qu'il suffit qu'il donne un ordre, et qu'à ce moment-là, l'avion ne peut plus décoller. S'ils ont vous savez aussi qu'un certain nombre d'ordinateurs qui sont fabriqués aux États-Unis disposent de ce qu'on appelait backdoor, backgate, oui c'est ça, qui permet de pouvoir avoir éventuellement accès à vos informations si les intérêts américains sont en jeu. Donc, je pense que c'est très important qu'on ait notre indépendance, y compris dans le domaine de la défense, dans le domaine des technologies, peut-être de le faire au niveau européen. On aura peut-être plus de moyens que simplement au niveau national, mais cela, là encore, sans aucune naïveté, bien entendu. J'espère que je n'ai pas oublié ma question. Oui, vous avez parlé des lanceurs d'alerte qui sont, j'ai noté, récompensés, mais c'est peut-être pas le mot que vous avez utilisé ici, aux États-Unis. Donc, et le chiffre, la somme que vous avez donnée en dollars était impressionnante. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de corruption, là aussi, l'attrait de l'argent, et que des lanceurs d'alerte, se lancent pour de bon. Merci beaucoup pour cette question. Elle est absolument essentielle, et elle est vraiment au cœur de notre débat, y compris, on a évoqué le wokisme, on a évoqué le couteau, on a évoqué les lanceurs d'alerte. C'est invraisemblable de récompenser quelqu'un au montant de 279 millions de dollars parce qu'il a dénoncé son entreprise qui trichait, je ne sais pas quel était, avec le fisc. Alors, il a touché 10% du montant de l'amende qu'avait fixé la Security Commission. Donc voilà, c'est inscrit, le lanceur d'alerte touche 10% du montant de l'amende qui a été infligée à l'entreprise. Alors, mais il faut, comme vous dites, c'est plus raisonnable, ça devient totalement excessif, et il faut savoir que les lanceurs d'alerte parfois instrumentalisent totalement ce dispositif. Là aussi, c'est un dispositif. C'est quand même très important de pouvoir dénoncer quelque chose, comment on pouvoir dénoncer qu'un collègue subit un harcèlement moral par son chef, que l'entreprise a triché avec des combines complexes sur sa déclaration de chiffre d'affaires, etc. Là aussi, comment on reste raisonnable? Et j'ai des cas que je ne citerai pas, dans lequel le droit d'alerte a été utilisé de façon totalement abusive, comme ces amendes aux États-Unis. Alors, en France, et je crois même globalement, à mon avis, en Europe, les lanceurs d'alerte ne reçoivent pas de récompense. Pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire de ne pas tomber dans de la corruption, de l'instrumentalisation et d'utiliser... Sur les lanceurs d'alerte, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis peu, il y a eu une modification des registres des discriminations, et quelqu'un qui est discriminé pour avoir lancé une alerte peut être condamné également. Alors, peut-être sur les fake news, parce que tu l'as un petit peu évoqué quand même... là-dessus, et c'est quand même compliqué quand quelqu'un croit à une chose complètement fantaisiste. Je pense par exemple aux platistes qui essayent de prouver que la Terre est plate. Alors ils financent des crowdfunding pour financer des fusées, pour partir, pour montrer, regardez, on vous ment, la Terre est plate. Bon, les fusées ne partent jamais, ils détournent l'argent, ils les mettent dans la poche. Et puis il y a eu un coup, quelqu'un qui a comme essayé de construire une fusée, il est mort explosé à l'intérieur, elle n'a pas décollé beaucoup. Donc voilà, et ça c'est pas facile là quand on a des fake news là-dessus, et une fake news qui est peut-être moins énorme que celle des platistes, c'est celle qui réfute le réchauffement climatique. Et là pour une entreprise, c'est compliqué ça. Alors pareil, comment on fait avec cette démarche éthique ? Oui, non mais et merci de souligner en effet que tout le monde sait que Armstrong ne s'est jamais posé sur la Lune, que ça a été tourné en studio. Et bon,
allez, ça, c'est pas peut-être, mais je pense que soyons très attentifs à ce que comment des individus, des groupes d'individus peuvent essayer de faire croire des totalement fausses vérités, et les nouvelles technologies permettent d'aller encore plus loin, puisque, comme vous savez, on peut faire parler quelqu'un et de lui faire dire des choses qu'il n'a évidemment jamais dit, de le mettre dans un environnement qu'il n'a jamais été, et puis voilà. Donc, mais là, on revient bien. Alors, je ne veux pas développer, c'est une réalité, c'est un réel problème. On va nous raconter des histoires comme, voilà, c'est peut-être grave, mais en effet, tout le monde est au courant que le 3e jour, il a ressuscité, il est sorti, et tout le monde était là pour voir en effet qu'il est ressuscité. Et ça, c'est d'une vérité vraie. Moi, je l'ajoute dans les fake news, mais voilà, au niveau d'Armstrong, c'est ma croyance. Non, tout ça, tout ça appelle un mot qu'on a évoqué tous ensemble, c'est l'intelligence. Et tout ça, c'est la culture. C'est la formation, c'est l'éducation. Et je pense que nous avons tous un énorme devoir à chacun son individu. Alors évidemment, bien entendu, l'éducation nationale, l'administration du gouvernement, les entreprises, à éduquer et à créer de l'intelligence. Mais c'est simplement aussi nous, comment auprès de nos enfants, auprès de nos proches, surtout d'être capable d'aller démonter les fake news, ou entraîner très gentiment la grand-mère qui commence à un truc, ou l'oncle qui a ses idées de platiste, aller le conduire très gentiment à l'hôpital psychiatrique, qu'il aille se faire soigner. On te remercie beaucoup, Dominique. On peut l'applaudir. Merci de votre attention. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Merci Dominique, merci à tout le public vaillant qui a suivi toute cette saison, puisque c'était la dernière émission de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, on reprend pour une nouvelle saison en septembre. Et en septembre, nous nous reverrons donc le 5 septembre pour l'enregistrement de la future émission Parlons laïcité. Et on se demandera comment communiquer sur la laïcité. Ce sera le thème de l'émission. Nous aurons Philippe Roblin, qui est sémiologue, qui va venir nous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est sémiologue ? Vous le découvrirez en septembre. En tout cas, bonne soirée à tous. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.